Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qui va porter sur le thème du chauffage ou plutôt de comment se réchauffer sans chauffage. Vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps ou si vous êtes déjà tombé sur mes vidéos. Ici on ne chauffe pas et ça fait 9 ans qu'avec mon copain chaque hiver on ne chauffe pas et qu'on trouve des solutions alternatives pour ne pas chauffer. J'ai regroupé ici les solutions que j'ai appliquées, que j'ai testées. Il y en a plein de nouvelles que j'ai découvertes aussi, donc j'avais envie de les partager avec vous. Mais si ces astuces nous permettent à nous de ne pas allumer notre chauffage et de réduire drastiquement notre consommation d'énergie, peut-être que vous, ça pourra vous permettre tout simplement d'allumer le chauffage un peu plus tard, de moins l'allumer, d'avoir moins besoin de chauffage et de pouvoir substituer par certaines des astuces que je vais vous donner aujourd'hui. Par rapport à notre situation, nous on habite dans un appartement, dans une résidence qui est plutôt récente, donc très bien isolée, ce qui va pas mal aider. Mais par contre, on va pas être exposé sud et on n'a pas vraiment de voisins autour de nous puisqu'on est au rez-de-chaussée et on a un seul côté de notre appartement et c'est le côté le plus petit qui est collé à des voisins. Je ne sais pas s'ils chauffent ou pas, mais le simple fait d'être contre un logement où des humains habitent plutôt que d'être contre une façade extérieure, forcément ça permet de moins chauffer aussi. Après, la plupart des gens préfèrent ne pas être dans un logement mitoyen, donc voilà, chaque situation vient avec ses avantages et ses inconvénients. Alors une alternative assez révolutionnaire que j'ai découvert cette année, ça va être des systèmes pour se réchauffer mais qui sont moins consommateurs en énergie, comme par exemple la couverture chauffante. C'est ce que j'ai essayé cette année, mais il y a aussi d'autres choses qui existent. Il existe des vestes chauffantes, des chaussettes chauffantes, des recouvre-souris chauffants aussi, parce que parfois on peut avoir des problématiques très ciblées. Il y a des gens par exemple qui vivent très bien sans chauffage mais qui ont froid à la main quand ils font du télétravail chez eux, parce que c'est vrai que d'être dans une position assez statique avec sa main posée sur la table comme ça sur son bureau toute la journée, ça peut vraiment donner froid à la main. Par exemple, ça peut permettre, au lieu de chauffer toute la pièce parce qu'on a froid, de réchauffer la zone où l'on a froid. J'ai acheté une couverture thermique, donc je l'ai achetée cet été, elle était moins chère en été. Je vous mettrai le lien si jamais celle que j'ai prise vous intéresse. Son prix varie un petit peu, je l'ai vu varier entre 46 € et 60 €, voilà, si jamais vous voulez attendre le bon moment pour l'acheter, ou j'en sais rien si les prix varient tout le temps. Mais en tout cas, au moment où je l'ai achetée, elle coûtait 48 € et je l'avais achetée pendant l'été, donc peut-être qu'à ce moment-là aussi, vu qu'il y avait moins de demandes, les prix étaient plus bas, je ne sais pas. Mais donc pour la couverture, ça fonctionne avec une prise comme ça que l'on peut retirer si on veut laver la couverture par exemple, et il va y avoir le boîtier sur lequel on règle la température. Donc bon, là elle n'est pas branchée, mais vous pouvez régler sur la mienne de 0 à 4, je la trouve vraiment bien. Je sais qu'il y en a des moins chers, il y en a notamment des moins chers à Lidl de temps en temps. Il me semble qu'elles étaient en promo à 20 ou 30 €, donc c'est vraiment intéressant en termes de prix. Après, j'ai eu des retours assez mitigés dessus. Certains ont vraiment adoré et adorent cette couverture. Il y en a qui m'ont dit qu'elle ne chauffait pas assez pour eux, et il y en a qui ont tout simplement eu des problèmes de service client quand la couverture a arrêté de fonctionner. Donc pour l'instant, celle que j'ai, je peux pas dire ce qu'elle donne sur le long terme. J'ai pris celle qui avait le plus d'avis positifs honnêtement, et pour l'instant on l'a quand même pas mal utilisée et on trouve qu'elle tient très bien et qu'elle peut vraiment bien réchauffer. Alors il fait pas encore trop froid dans notre logement actuellement. Par exemple, aujourd'hui il fait 17 degrés, donc c'est tout à fait correct pour nous. Après, nous on n'est pas frileux et je parlerai un petit peu plus tard du ressenti des températures, etc. Mais il y a des jours où il a fait plus froid quand même. Pour l'instant, je crois que le plus bas où on est descendu c'était un petit peu en dessous de 16 degrés. Mais moi c'est pas forcément par rapport à la température que je vais avoir froid, mais ça va être par rapport à certains moments. Par exemple, quand je rentre du tennis, parfois que j'ai vraiment joué pendant longtemps et que je suis fatiguée, j'ai faim, etc. C'est des moments où on a tendance à avoir bien plus froid, et dans ces cas-là la couverture chauffante est vraiment utile parce qu'au lieu de chauffer toute la pièce pour me réchauffer, je vais simplement allumer la couverture chauffante et ça va me réchauffer juste localement, ou réchauffer mon copain. On peut aussi la mettre sur le canapé et s'asseoir dessus à deux. À terme on en achètera une deuxième, mais bon, c'est quand même un budget, donc pour l'instant on se la prête et voilà, et on peut très bien la mettre sur le canapé, s'asseoir tous les deux dessus et ça réchauffe vraiment bien. Et on l'a jamais allumé hyper longtemps dans notre cas parce que généralement c'était vraiment ponctuel, le temps de se réchauffer, 5-10 minutes, et après en fait c'est reparti, on a chaud. Mais par exemple, à chaque fois qu'on a reçu du monde pour l'instant, c'était vraiment c'était les deux moments où il a fait le plus froid pour le moment. Donc il y a eu le week-end dernier où il faisait des températures autour de 0 degré.
où il y avait ma belle famille qui était là et il y avait le frère de mon copain qui était là aussi. Il y a un soir où il avait un peu froid, il a utilisé la couverture chauffante pendant toute la soirée. Je vous afficherai la consommation que ça a provoqué juste ici. C'était vraiment très faible, beaucoup plus faible que d'allumer le chauffage. Et pareil, on a fêté l'anniversaire de Didier, c'est pareil, c'était le seul jour de la semaine où il faisait froid, on recevait du monde. Alors le logement s'est vite réchauffé par le fait qu'il y avait du monde dedans, mais vu qu'il faisait très froid dehors, il y a des invités qui avaient froid en arrivant, on leur a mis la couverture chauffante sur le canapé, ils se sont assis dessus, ils avaient très vite plus froid du tout, et vraiment en termes de consommation, on est de l'ordre de quelques centimes par demi-heure. C'est dur à estimer parce que par exemple quand le frère de mon copain l'a utilisé toute la soirée, ça a consommé au maximum 5 centimes il me semble ou 6 centimes par demi-heure, sachant qu'on était 5 dans le logement, donc on faisait aussi d'autres choses qui consommaient de l'énergie. J'avais pas la consommation juste de la couverture chauffante en termes de prix, mais en tout cas je sais que malgré le fait qu'il y avait des lumières allumées, que je sais pas, il y avait peut-être des ordis qui chargeaient, des portables qui chargeaient, etc. Que notre congélateur est branché aussi, donc ça consomme de l'énergie. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui consomment de l'énergie, mais on n'était pas non plus en train de faire cuire un truc au four. On a vu une différence de consommation qui est passée de 2 centimes par demi-heure à peu près 5-6 centimes. Donc on est quand même sur quelque chose de très raisonnable. Vous pouvez trouver des couvertures chauffantes à meilleur prix, n'hésitez pas quand même à vérifier qu'elles soient bien aux normes européennes pour éviter tout risque. Moi j'ai pris celle-ci aussi parce qu'elle avait le logo CE, il me semble que c'est conformité européenne, et parce que je ne veux pas avoir de risque d'incendie, etc. Il y a une sécurité, si jamais il y a une surchauffe, la couverture s'arrête, mais dans tous les cas, par mesure de sécurité, on évite de laisser la couverture allumée quand on n'est pas là. Dans tous les cas, ce serait dommage de consommer de l'énergie pour rien. Et en fait, généralement quand on l'utilise, nous on l'arrête très vite. Il y a peut-être pour le moment 5 ou 6 fois où on l'a utilisé avant de dormir pour réchauffer notre lit, avant de s'y mettre en fait, mais on l'allume 5 à 10 minutes, c'est largement suffisant, le lit est bien chaud, vraiment il y a un effet comme si on avait mis une bouillotte géante dans le lit est tout chaud, c'est très agréable, mais après on l'éteint, on la sort, et de toute façon moi j'aime pas avoir trop chaud quand je dors, je déteste dormir dans une pièce qui est chauffée. Quand je me réveille je suis pas bien, j'ai mal à la gorge et tout, alors que quand je dors dans une pièce qui est assez fraîche, je trouve ça plutôt agréable et j'ai bien chaud dans mon lit, donc moi j'aime bien. La deuxième astuce, ça va être les moyens pour se réchauffer qui sont non électriques, comme par exemple le fait de se couvrir suffisamment et avec les bonnes choses. Donc notre corps il fait plus ou moins 37 degrés, donc il est quand même plutôt chaud, et on peut capturer cette chaleur en fait. Quand on laisse s'échapper cette chaleur, c'est là qu'on a vraiment froid, et l'idéal c'est vraiment d'enfiler les couches. Par exemple, on pense souvent qu'on est suffisamment couvert parce qu'on a mis un pull, mais l'hiver c'est bien d'enchaîner un petit peu les couches. Là aujourd'hui moi je suis pas beaucoup couverte pendant que je filme, parce que au moment où je filme je suis plutôt active, je suis concentrée, donc ça fait que j'ai pas froid, et honnêtement là à 17 degrés dans l'appartement, pour moi je n'ai pas froid actuellement parce que on a tellement connu des températures bien plus basses que 17 degrés, c'est plutôt confortable pour moi. Mais on peut par exemple porter des sous-pulls, enchaîner les couches. En fait quand on met plusieurs couches, il va y avoir le fait que la chaleur est coincée un petit peu entre chaque couche, et ça va vraiment nous réchauffer et faire une espèce de barrière contre le froid. Je sais que beaucoup de gens recommandent la marque Damart, je n'ai jamais testé. Je les ai vus passer dans une vente privée, mais j'ai pas sauté sur l'occasion à ce moment-là. Je regarderai si j'en trouve en seconde main ou si j'en trouve un moment dans une vente privée intéressante, parce que ça peut être sympa même pour l'extérieur aussi. Dès qu'on va passer un moment dehors qui fait froid, etc., ça peut être bien de suffisamment se couvrir. Alors le but c'est pas d'être en doudoune à l'intérieur de chez soi avec un bonnet, parce que c'est pas non plus le plus pratique au quotidien. On n'a pas envie d'être dans l'inconfort chez soi, donc c'est bien d'essayer de trouver des vêtements intelligents comme ça qui peuvent nous apporter du confort sans être forcément trop encombrant. Moi j'aime bien porter quand je suis à la maison une espèce de veste en pilou-pilou. Je vous l'avais montré dans une vidéo l'année dernière, j'en ai plusieurs comme ça. Je pense que je vais peut-être investir pour m'en acheter une autre pour la laisser chez mes parents. Et évidemment je ne peux pas ne pas parler des chaussettes thermiques, parce que au cas où vous n'allez pas voir mes vidéos, peut-être que vous ne le savez pas, mais il existe des grosses chaussettes comme ça qu'on peut porter à la maison. On dirait de simples grosses chaussettes, mais en fait à l'intérieur c'est vraiment on dirait que c'est un lapin. Bon, c'est totalement synthétique, hein, il n'y a pas d'animaux dedans, mais on dirait vraiment, c'est tout doux, c'est hyper chaud, et en fait ça va avoir l'épaisseur de 7 paires de chaussettes en une seule paire de chaussettes, et moi c'est ce que je porte toujours chez moi. Donc là elles sont neuves, je viens d'en racheter, on en rachète à peu près une paire chacun chaque année, et on tourne avec 3 paires, puisque au bout d'un moment, vu qu'on les porte beaucoup, il y a une certaine usure quand même, mais ça reste un budget qui est raisonnable pour nous de racheter
acheter une paire chaque année, c'est tout à fait correct. Et pour les porter à la maison, nous on n'est pas tellement chaussons, on met nos Birkenstock tout simplement avec, qu'on garde à l'intérieur, hein, on s'en sert un peu comme chaussons pendant l'hiver, et après l'été je m'en sers comme chaussons d'été quand je dois aller sur la terrasse ou ce genre de choses. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, hein, de porter des chaussettes avec des birks. Après on peut trouver des manières beaucoup plus élégantes de le faire, je pense, mais c'est pareil, de simples chaussettes, quand il fait vraiment froid chez soi, ça va pas suffire même si elles sont thermiques, parce que le sol, selon le sol que l'on va avoir, nous par exemple on a du carrelage, donc on ressent bien plus le froid que quand on avait du parquet avant, ça va nous isoler du sol, et c'est vraiment ce combo là qui fait qu'on n'a jamais froid aux pieds. Ça va bien faire 5 ans je pense que j'utilise des chaussettes thermiques. J'avais découvert l'astuce par une copine archéologue qui en avait parlé à une autre de mes amies, et on s'est toutes mises à acheter des chaussettes comme ça parce que vraiment on trouvait ça trop bien. Elle avait découvert ça pour ses chantiers pour pas avoir froid aux pieds, et nous on a découvert ça pour chiller dans notre canapé, c'est bien aussi. Au niveau des chaussettes, on peut les trouver, si vous voulez les trouver en magasin physique, à Nature et Découverte. C'est la marque Heat Holders. Je vous mettrai dans tous les cas un lien en barre d'infos si jamais vous voulez les prendre sur internet ou si vous voulez voir la référence. C'est pareil, il y a peut-être des couvertures chauffantes, ça je suis pas sûre, mais il est possible qu'il y ait des couvertures chauffantes à Nature et Découverte, ça pourrait être dans leur esprit, on va dire. Il y a aussi des couvre-lits chauffants d'ailleurs qui existent, mais moi c'est pareil, j'ai pas besoin de trop longtemps de chaleur avant de dormir, donc la couverture c'était vraiment le bon compromis pour moi. Et voilà, dans tous les cas je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Au niveau de cette marque Heat Holders, ils ont aussi des gants, des bonnets, peut-être des écharpes, enfin je sais pas, mais ils ont d'autres choses que juste des chaussettes. Moi c'est juste que je suis particulièrement frileuse au niveau des pieds et je ne suis pas vraiment frileuse du reste, donc pour moi c'était la solution idéale. Le troisième point, c'est que les calories ça représente de la chaleur. De toute façon c'est un peu dans l'étymologie du mot, mais quand on a faim, souvent on a froid. Moi je sais vraiment, je vous en parlais, les moments où j'ai vraiment froid, ça va être quand je rentre du tennis, que j'ai commencé un petit peu à me refroidir, que j'ai fait du tennis pendant longtemps, et puis des fois il fait froid aussi pendant que j'en fais. Donc pendant le moment où je fais du tennis, j'ai chaud, mais quand je rentre chez moi ensuite, que mon corps a brûlé beaucoup de calories, donc en fait il a utilisé énormément de mon énergie pour le tennis, bah quand je rentre j'ai souvent un petit peu froid aussi, parce que je me retrouve un petit peu en légère hypoglycémie, enfin tout simplement j'ai faim, et le fait d'avoir faim fait que j'ai un petit peu plus froid, d'où l'importance d'une alimentation complète et équilibrée, que ce soit en été, en hiver, dans tous les cas, mais vraiment manger suffisamment. Parfois on a tendance à se réchauffer avec une petite soupe, une soupe de légumes et en faire son dîner. Ce sera peut-être réchauffant sur le coup, c'est très bien de manger chaud, mais par contre ce sera pas forcément réchauffant en termes d'apport nutritionnel pendant longtemps, parce qu'il n'y a pas forcément de quoi tenir. Donc par exemple on peut twister un petit peu sa soupe en ajoutant une pomme de terre dedans avant de la mixer, et en ajoutant des lentilles corail pour avoir un apport en protéines, un apport en glucides. Les apports en lipides c'est important aussi, on met une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, et en fait tout de suite en ayant un repas plus complet, on va avoir plus chaud. C'est vraiment important de penser à bien se nourrir. Ça veut pas dire qu'il faut pas manger de légumes, hein, ils ont tout à fait leur place dans une alimentation équilibrée. Et j'en profite pour préciser que je ne veux pas que cette vidéo fasse culpabiliser des personnes qui n'arrivent pas à être sans chauffage, ou qui même dès qu'il fait 20 degrés et qu'elles sont hyper couvertes ont quand même froid. On a tous des ressentis différents par rapport à la température, mais il y a aussi nos états de santé qui vont jouer. Par exemple, si on est très très mince en lien avec des TCA ou avec une maladie ou quelque chose, on va avoir tendance à avoir beaucoup plus froid. On peut avoir le syndrome de Raynaud qui fait qu'on n'arrive absolument pas à se réchauffer quand il n'y a pas une quantité de chauffage que d'autres personnes trouveront tout à fait déraisonnable. Il y a aussi le fait qu'avec l'âge on peut avoir un ressenti du froid différent. Pareil pour les personnes plus vulnérables, que les enfants, quand on est malade, etc. Enfin, le but c'est pas de se comparer, c'est simplement de voir s'il y a des astuces qu'on peut puiser, et peut-être que nous on n'est pas capable de ne pas chauffer chez nous, mais en fait ce sont simplement des différences de ressenti aussi. Il y en a qui sont plus frileux, il y en a qui supportent moins bien le chaud. Moi par exemple je pense que je supporte moins bien la canicule que quand il fait très froid. Et il y a aussi le fait que avec mon compagnon on est jeune, on est en bonne santé, on n'a pas d'enfants ou de personnes qui sont fragiles à la maison, auquel cas on allumerait évidemment le chauffage. Le but n'est pas d'être sans chauffage comme un défi absolu, c'est simplement que nous c'est ce que l'on fait parce que ça nous convient, et je partage mes astuces avec vous. Le quatrième point, ça va être l'importance du mouvement. Pas forcément faire du sport à proprement parler, même si ça peut aider, puisque comme dans le point d'avant, calories égale chaleur, quand on fait du sport on brûle des calories, ça nous réchauffe beaucoup. Mais même au-delà de ça, ne pas forcément rester statique. Ça va être, si on travaille sur un ordinateur, se lever régulièrement. Bon, dans tous les cas on sait que c'est bon pour la santé de ne pas rester trop sédentaire
sédentaire dans la journée, mais faire du mouvement, aller marcher un petit peu. Alors forcément, s'il y a beaucoup de vent, s'il fait extrêmement froid ou qu'il pleut, etc., on n'a pas forcément envie d'aller marcher. Mais s'il fait froid, mais qu'il y a quand même les conditions réunies pour que ce soit plutôt agréable d'aller marcher en étant bien couvert, ça va vraiment vous réchauffer, ça va vous permettre, en rentrant quand vous serez bien couvert, etc., d'avoir chaud pendant un bon petit moment. Vous aurez un petit peu relancé votre corps qui aura à nouveau un petit peu chaud. Mais encore une fois, ça va avec le fait de manger pour récupérer les calories que l'on brûle. On a quand même tendance à manger un petit peu plus en hiver et c'est pas pour rien non plus. La cinquième astuce, ça va être de trouver le bon moment dans la journée pour prendre sa douche en fonction de notre emploi du temps. Évidemment, on n'est pas tous soumis aux mêmes contraintes horaires, mais aussi par rapport à l'aspect réchauffant que ça va avoir. Peut-être que vous avez du mal le matin à vous déshabiller quand il fait froid pour prendre votre douche et que c'est pas forcément motivant pour vous. Peut-être que le soir vous conviendrait mieux. On a tous nos horaires préférés. Moi je suis quelqu'un qui se lave le soir. Vraiment je déteste. Je peux pas me coucher sans m'être lavé parce que je sais pas, j'ai été dehors, je me suis baladée. Je n'aime pas dormir en portant sur moi, on va dire, toute ma journée. Donc j'aime bien me laver avant de dormir. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment adeptes de la douche du matin. Donc bon, ça dépend des gens. Mais moi j'aime bien aussi me laver le soir en hiver parce que ça me réchauffe et je sais en fait que je vais être bien réchauffée avant de me mettre en pyjama et d'aller dormir, alors que le matin ça me motive beaucoup moins. Donc après ça c'est tout à fait personnel, de même que l'été j'aime bien prendre ma douche le soir parce que dans ce cas là je prends une douche froide et que ça me refroidit avant de dormir. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon régulateur de température. Alors je sais qu'il y en a qui me trouvent sûrement extrémiste par le fait de ne pas chauffer, mais sachez que je reçois très régulièrement des messages de gens qui sont très surpris que je ne prenne pas des douches froides en hiver, où il y a des personnes qui vont ouvrir leurs fenêtres en hiver alors qu'ils sont dans une maison et qui aiment bien avoir 8 degrés chez eux. On est tous un petit peu différents sur les ressentis de température. Moi j'aime pas avoir froid, j'aime bien trouver des astuces pour avoir chaud, même quand mon environnement n'est pas forcément très chaud. Le sixième point, ça va être l'importance du sommeil. C'est pareil que pour les calories que l'on mange, pour les efforts que l'on fait, etc. Si on ne dort pas suffisamment, quand on est fatigué, on a tendance à plus ressentir le froid aussi. Donc c'est vraiment important de prendre soin de son sommeil, de pas se coucher trop tard, etc. dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais on a quand même tendance, quand on fait des nuits très courtes, quand on ne mange pas assez, quand on a un mode de vie qui est plutôt déséquilibré, à ressentir plus facilement le froid. Donc ça peut être bien de prendre ça en compte aussi. Le septième point, ça va être le fait de s'adapter à l'hiver. Alors je sais qu'énormément de personnes le font déjà, parfois par contrainte aussi, mais il va y avoir le fait de parfois condamner des pièces pendant l'hiver quand on a un logement beaucoup trop grand. Typiquement si vous avez, je sais pas, vos enfants sont partis, vous avez une maison de 150 mètres carrés alors que vous habitez à 1 ou 2 personnes dedans et que du coup vous avez plein de pièces inutilisées, ça peut être bien de vraiment condamner ces pièces, même si par exemple votre chambre est à l'autre bout de la maison. Alors je parle dans le cas où vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'économiser de l'argent, ou si vous cherchez à économiser de l'énergie par écologie ou pour tout autre type de raison, vous pouvez tout simplement condamner des pièces. Je sais que beaucoup de gens le font déjà en hiver, mes parents font ça en hiver, ils condamnent un petit peu l'étage de leur maison et quand je viens avec mon copain, il réouvre l'étage et je vais à l'étage, tout simplement parce que par exemple la maison de mes parents est très mal isolée, qu'ils ont des factures énormes en hiver et que ça leur permet tout simplement de limiter un petit peu la casse. Bon, même si avec le temps il faudra qu'ils fassent l'isolation, etc. Mais en attendant, c'est déjà une solution d'appoint. Je sais qu'il y a des personnes qui sont parfois forcées de vivre dans leur salon en hiver. Ça peut être... En fait, la sobriété, ça peut être choisi ou ça peut être subi. Et quand c'est subi, c'est pas agréable, évidemment, parce que on veut avoir le choix. Et parfois, quand on fait des choix de consommation, on peut se retrouver dans des situations identiques à des personnes qui sont en situation de précarité extrême. Mais par le fait qu'on les a choisis, on le vit pas forcément pareil. Et donc sur ça, je trouve que c'est vraiment important de ne pas imposer nos choix aux autres et de ne pas estimer que parce que nous, on est capable de le faire, les autres devraient le faire. Mais c'est quelque chose qui a été beaucoup pratiqué avant, dans les époques précédentes, par nos grands-parents, etc. et qui est encore pratiqué aujourd'hui par choix ou par situation subie, mais de vivre dans son salon, par exemple si on a une maison qui est mal isolée, que l'on n'arrive pas à chauffer toutes les pièces et que l'on chauffe son logement ou que l'on utilise les moyens qui réchauffent notre logement comme la cuisine, le four, etc. De vivre dans son salon et donc d'adapter son mode de vie. Ça peut bien évidemment être assez extrême. Dans notre cas, au moment où il fait le plus froid de l'hiver, on bascule de notre chambre à notre chambre d'amis, puisque notre chambre d'amis sert de bureau à Didier et que c'est une pièce qui est moins froide que notre chambre. En fait, notre chambre, elle est vraiment exposée sur presque tous les coins parce qu'elle est en angle et du coup ça fait que l'hiver c'est une des pièces, c'est la pièce la plus froide de notre appartement. Pour autant c'est supportable pendant un long moment. Au moment
moment où il commence à faire un petit peu plus froid, par exemple là il fait 17 dans notre appartement, je pense que dans la chambre il doit faire 15,5 ou quelque chose comme ça, parce que là on ne dort pas dedans, on l'a pas condamné, on ferme juste la porte et on dort dans le lit qui est dans le bureau, tout simplement parce que vu qu'il y a les ordinateurs de travail de mon copain, ça génère pas mal de chaleur, et en plus c'est une pièce qui est moins exposée puisqu'elle n'a qu'une façade qui est exposée et que sur le reste elle donne sur une part chez les voisins, sur une part sur notre salle de bain et sur l'autre part sur notre chambre qui est un peu plus froide, mais en tout cas elle n'a qu'une seule façade exposée à l'extérieur. Ça fait vraiment une différence, il y a une différence de plusieurs degrés entre ces deux pièces qui sont pourtant à côté, tout simplement parce qu'il y en a une dans laquelle on préserve un petit peu la chaleur, on garde la porte fermée pour vraiment garder la chaleur dans cette pièce pour le soir. Et en fait ça fait que les deux pièces les plus chaudes de notre logement, ça va être notre pièce de vie dans laquelle il y a la cuisine et le salon, etc. Donc là où je suis actuellement, puisque par exemple ce matin j'ai fait des pancakes, ça a un petit peu réchauffé la pièce, forcément d'allumer une source de chaleur. Et il va y avoir cette pièce-là qui a l'ordinateur avec 2 écrans de travail de mon copain, qui l'utilise pour son travail, mais aussi parfois pour jouer, etc. Ça consomme de l'énergie, et quand ça consomme de l'énergie, ça émet de la chaleur. Dans tous les cas, ces adaptations, c'est selon chacun, bien évidemment, mais ça peut peut-être vous servir si à un moment vous êtes dans une situation très difficile, où vous devez économiser beaucoup d'argent, ou si simplement vous avez un débit d'électricité un petit peu réduit, s'il y a des coupures de courant, etc. C'est des solutions qui étaient appliquées autrefois, que l'on peut parfois remettre au goût du jour quand on en a besoin. Mais on peut aussi profiter du confort moderne si ça nous arrange mieux, enfin voilà, c'est à voir selon chacun. Pour le 8e point, j'avais envie de faire un petit peu le point sur l'humidité, la moisissure, etc., les températures minimales, puisqu'il y a des situations ou des logements dans lesquels on ne peut pas ne pas chauffer. Et ça c'est vraiment important de le garder en tête, puisque par exemple, si vous êtes dans une région où il fait trop humide et que vous n'avez pas de VMC chez vous par exemple, ou je sais pas, si même en aérant tout le temps, le taux d'humidité est trop élevé quand vous ne chauffez pas, il faut vraiment aérer. Là vous le voyez sur le petit hygromètre que je vous montrais, bon la température est un peu montée, c'est parce qu'il est à côté de moi, on a 52% d'humidité, donc ça veut dire que c'est bien, en termes d'humidité c'est plutôt sec, c'est pas trop sec non plus, généralement c'est vraiment bien de rester entre 40 et 70, même idéalement entre 40 et 60, mais quand on ne chauffe pas c'est parfois compliqué, mais vraiment essayez de ne pas dépasser 70% d'humidité, parce que à ce stade ça va développer des moisissures, les moisissures c'est vraiment mauvais pour votre santé, ça peut vous développer de l'asthme, etc. C'est mauvais aussi pour le logement, donc il y a des logements dans lesquels on est obligé de chauffer un minimum dans tous les cas par rapport à l'humidité. Ça peut être en lien avec la région dans laquelle on habite, ça peut être voilà, en lien avec plein de choses. Par exemple dans notre ancien logement, l'humidité c'était vraiment quelque chose contre laquelle on devait vraiment faire attention, donc on ne dépassait que rarement les 70%, et en fait dès qu'on dépassait on ouvrait, on aérait, même s'il faisait froid, même si c'était le soir, mais idéalement on allait essayer d'optimiser ce que l'on faisait. Par exemple si je faisais un meal prep dans lequel je cuisine beaucoup, ça génère beaucoup d'eau, parce que par exemple quand on fait cuire des patates, etc., l'eau qui s'évapore, on n'avait pas de hotte, donc elle part dans le logement, donc on aérait à ces moments là. J'essayais de faire des meal prep à des moments où c'était approprié, on essayait de prendre nos douches pas trop tard pour pouvoir aérer sans qu'il fasse trop froid dans le logement non plus, et vraiment c'était des choses qu'on avait mis en place pour lutter contre l'humidité. Si on n'avait pas réussi à maintenir un taux d'humidité suffisamment bas, on aurait chauffé. Et de la même manière, s'il fait trop froid dans votre logement, même en appliquant toutes les solutions, etc., c'est mauvais pour vous aussi. Il faut vraiment pas, en termes de limite, il faut vraiment pas aller en dessous de 12 degrés. Bon, il y en a qui dans tous les cas se disent 12 degrés, j'ai lâché l'affaire depuis longtemps, et je peux comprendre, mais c'est vrai que nous, les minimales qu'on a eu, alors il y a des moments où on n'avait pas de thermomètre dans nos premiers appartements, donc je sais pas exactement combien il faisait, mais il y en a un où il faisait vraiment froid, il était très mal isolé. Mais je pense qu'on était quand même au-dessous de 12 degrés parce qu'on reste dans le sud malgré tout, on reste en appartement malgré tout, on subit moins le froid que dans une maison mal isolée, etc. Mais dans l'ancien appartement, on avait souvent 14 dans l'hiver, ce qui restait tout à fait soutenable pour nous parce qu'on se couvrait, etc. Parfois quand on rentrait d'être allé faire les fêtes dans nos familles par exemple, quand on rentrait il faisait particulièrement froid parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'humain dans le logement et que la chaleur humaine génère un petit peu de chaleur. Et après il y a tout ce qui est activité qui consomme de l'énergie qui va chauffer aussi, mais donc parfois on rentrait, le logement était peut-être je sais pas à 12,7 degrés, 13,5, mais c'était rare quand même, et on essayait de réchauffer un petit peu avec notre activité en faisant cuire des trucs, en mettant une tarte au four par exemple. Mais si on était allé en dessous de 12 degrés, j'aurais allumé le chauffage.
chauffage. Mais en tout cas on demande souvent ma limite. Moi ma limite c'est vraiment 12 degrés, je ne veux pas être en dessous. En dessous de 12 degrés on réfléchit moins bien. Il y a des études qui ont été menées quand on est à 10 degrés par exemple. Donc là c'est vraiment très froid. Pour un logement 10 degrés, on a un temps de réaction, un temps de réflexion qui est beaucoup plus bas que quand on est à 14, 15, etc. Donc voilà, c'est quand même important de penser à ça. Pareil si vous avez des enfants, enfin le but c'est pas de se mettre dans une situation dangereuse. En emménageant il y a 1 an dans notre logement actuel, d'ailleurs ça fait pile 1 an au moment où je filme cette vidéo qu'on a emménagé ici. On a découvert le confort de la VMC, donc je sais pas exactement quel type de VMC, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, je sais pas laquelle on a, je sais juste qu'on a ces petites bouches d'aération dans les toilettes et la salle de bain, et on en a une en plus dans la cuisine qu'on peut allumer si on le souhaite. Et vraiment ça évacue super bien l'humidité, ça fait qu'on a vraiment à peine besoin d'aérer, on aère un tout petit peu pour renouveler l'air, mais on n'aère pas du tout 15 minutes par jour comme on le faisait avant. Et donc c'est vrai qu'on envisage, vu qu'on est propriétaire de notre ancien logement, actuellement on héberge une amie dedans qui bon pour le coup elle chauffe parce qu'elle est plus sensible au froid que nous et c'est tout à fait compréhensible. On aimerait beaucoup mettre une VMC dans notre ancien logement, il n'était pas particulièrement humide non plus, mais on trouve vraiment que la VMC ça fait une grosse différence, donc on met de côté pour pouvoir installer une VMC dans ce logement. Ce sera peut-être pas pour cette année, enfin on n'arrive pas bien à estimer le coût. On voit un petit peu tout en termes de coût, donc on verra à quel moment on va pouvoir le faire, mais c'est vrai qu'on aimerait vraiment mettre une VMC dans ce logement parce qu'on trouve ça tellement confortable. Le 9e point, ça va être d'apprendre des astuces des autres, mais ne pas se comparer ou se dénigrer ou dénigrer les autres, tout simplement parce qu'il faut prendre en compte les différences de logement, les différences individuelles. Par exemple, j'ai une amie qui a dit pendant pas mal de temps que c'était absolument ridicule de chauffer quand on habitait à Marseille, que ce n'était absolument pas nécessaire. Mais en fait, à ce moment-là où elle disait ça, elle habitait dans un logement qui était en plein milieu d'un immeuble où tout le monde chauffait autour d'elle. Donc son logement était vraiment chauffé par les autres au point qu'elle avait trop chaud. Enfin, des fois, il faisait vraiment 22 degrés en hiver. Elle avait envie d'ouvrir la fenêtre tellement elle avait chaud chez elle. Et après, elle a déménagé dans un logement qui était moins bien isolé, où il n'y avait pas forcément les voisins qui chauffaient, etc. avec des températures un peu plus basses. Et là, tout de suite, elle comprenait pourquoi certains ressentaient le besoin de chauffer chez eux, même à Marseille, puisque c'est vraiment, les logements sont tous différents. Pareil, on est allé chez des amis récemment, il faisait 23 degrés chez eux sans chauffer. Nous, on est rentré chez nous le soir, à ce moment-là, il faisait 19 degrés. C'était peut-être il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. On avait quand même une différence de 4 degrés, sachant qu'on est dans une résidence de la même année, tout aussi bien isolée, avec des DPE qui sont à A, etc. Mais nous, on est en rez-de-chaussée, on est exposé nord, et on a moins de façades qui sont collées à nos voisins. Je ne sais pas si nos voisins chauffent, probablement, puisque la plupart des gens chauffent chez eux en hiver, même à Marseille. Mais en tout cas, on n'est pas vraiment réchauffé par eux, et pareil, en dessous de chez nous, il n'y a pas de logement, donc on n'est pas réchauffé par la chaleur, juste générée par le fait d'avoir des gens qui habitent en dessous de nous. Sans chauffage, on a quand même plus chaud dans cet appartement que dans notre ancien appartement, puisque notre ancien appartement avait plus de 150 ans, celui-ci a moins de 10 ans, donc forcément, on n'est pas sur les mêmes conditions. Le 10e point, c'est que d'agir sur sa consommation de chauffage, c'est vraiment un énorme levier pour agir sur sa consommation d'énergie et donc à la fois en termes d'argent et en termes d'écologie. Je vous afficherai notre consommation sur l'année à l'écran. On peut voir qu'on a eu une consommation en termes de kilowattheure qui a été assez similaire au fur et à mesure des mois. On est toujours aux alentours de 150, 160 kWh par mois. Et sachant que même les mois où ça a été le plus élevé, c'était pendant l'été, je sais pas exactement pourquoi, peut-être que c'était notre congélateur qui consommait plus d'énergie, ça peut être ça aussi. Et après, en termes de différence de prix, il y a aussi l'inflation qui est arrivée à ce moment-là, puisqu'en août, les prix ont augmenté. Donc on voit aussi une différence de prix qui arrive au moment de l'été, tout simplement. Mais ça nous permet d'avoir une consommation assez modérée, de ne pas dépenser beaucoup d'argent. On dépensait au début une 40aine d'euros, là je crois qu'on est en train d'atteindre les 50 avec le fait que les prix aient augmenté de quasiment 20 ou 25% sur l'année 2023. Et donc même si le chauffage c'est un levier énorme en termes de dépenses et en termes d'empreinte carbone, il y a d'autres points sur lesquels on peut agir si ce n'est pas possible pour nous. Il faut vraiment maintenir une situation qui soit confortable chez soi. Toutes les astuces que je vous donne, elles sont pour augmenter votre confort, mais si vous ne pouvez pas faire sans chauffage chez vous, vraiment maintenez-le. Et il y a d'autres points sur lesquels on peut agir en termes de budget. Il va y avoir nos abonnements, il va y avoir notre budget alimentaire, enfin il y a plein d'autres astuces que l'on peut mettre en place
place. Vous en trouverez plein sur ma chaîne, je partage énormément de choses autour de ces sujets-là. Je fais des défis, petit budget sur l'alimentation, je partage des astuces pour moins dépenser, etc. Vous en avez plein. Je vous en mets par exemple une ici que j'ai faite récemment avec les meilleures astuces de mes abonnés qui vous a beaucoup plu. On a regroupé 20 astuces que mes abonnés m'ont données et qui sont beaucoup revenues. Si jamais ça vous intéresse. Et par exemple, moi, quelque chose que j'ai mis en place et qui me permet d'économiser énormément d'argent, c'est tout bête, mais c'est faire mon sétan maison. Je vous en ai déjà parlé, ça revient souvent dans mes stories, mais tout simplement, le fait de fabriquer cette source de protéines moi-même, ça me fait économiser tellement d'argent, puisque ça me permet pour 4 € d'obtenir à peu près 1,2 kg de sétan. C'est quelque chose que je fais 2 fois par mois. Avec ces 8 €, ça me fait plus de 2 kg d'une source de protéines d'excellente qualité. Si j'achetais par exemple, je sais pas, des simili-carnés, ou même si j'étais pas végane et que j'achetais de la viande, on peut estimer mon économie juste par le fait de faire du sétan à plus d'une centaine d'euros, parce que si je mangeais pas du sétan, j'aurais acheté d'autres sources de protéines plus chères. J'aurais parfois acheté des simili-carnés parce que le sétan va remplacer ça. Donc voilà, il n'y a pas que le chauffage sur lequel on peut agir pour diminuer ses dépenses. Il y a d'autres points, vraiment, prenez soin de vous, c'est important. Si vous êtes dans une situation difficile actuellement, n'hésitez pas à voir s'il n'y a pas des solutions pour vous faire aider, des organismes, un chèque énergie, quelque chose qui peut vous aider. Ce n'est pas normal d'avoir froid chez soi, donc vraiment, faites bien attention à vous. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous donner quelques petites pistes. N'hésitez pas à partager vos meilleures astuces en commentaire également. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer de ce qui va venir. Vous pouvez également liker la vidéo si elle vous a plu, ça me soutient énormément. Et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne ou tout de suite sur Instagram si vous le souhaitez, c'est Mûre et Noisette également. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!